Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme chaque semaine pour faire l'analyse des news crypto de la semaine. Et allez, c'est parti. Alors cette semaine on a pas mal de sujets à voir. Déjà on va commencer par les sujets un petit peu en vrac sur Binance, FTX, etc. Après on va bien évidemment faire un point pendant 2-3 minutes sur les NFT, le métavers, etc. On va faire un point sur ce qui se passe niveau blockchain, Bitcoin, Ethereum. Il faut bien évidemment qu'on parle de Twitter, du rachat de Twitter par Elon Musk, de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer, on a pas mal de news là-dessus. Et enfin, on va finir par les news un petit peu gouvernementales, Mika et tout ce genre de choses. Allez, let's go, ça part. Bon alors, vous le savez sûrement, mais depuis un certain temps sur Binance, Binance a procédé à enlever un petit peu tous les stablecoins, les petits stablecoins qu'ils ont sur leur plateforme pour les remplacer avec leurs stablecoins à eux. Donc si tu as des stablecoins sur leur plateforme, ils vont être directement et ce automatiquement converti en BUSD. Et il ne l'avait pas fait avec l'USDC jusqu'à présent, et là il y a une petite guéguerre qui se lance avec l'USDC de Circle du coup, qui est quand même un énorme stablecoin, voir si Binance l'accepte ou pas. Et du coup tu regardes, Binance convertit ses USDC en BUSD, bon bah il n'y a pas de surprise, on le savait. Toujours resté sur les stablecoins, on a FTX qui pourrait enfin lancer son propre stablecoin dans un futur pas si lointain. Alors je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais des stablecoins on commence à en avoir quelques-uns maintenant, alors que le but du jeu normalement c'est d'en avoir un seul et qui fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, et c'était le but du jeu, c'était de pouvoir un petit peu pallier aux problèmes d'inflation, aux problèmes de volatilité, aux problèmes de liquidité des marchés, etc. Un seul ça marchait vraiment bien, ou deux, allez, ou trois, tu vois, à la rigueur, mais bon là on commence à en avoir des dizaines de stablecoins, et là encore un nouveau avec FTX. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Franchement moi je suis assez mitigé. Du coup bon, on peut pas parler des stablecoins sans parler des MNBC, donc des monnaies numériques de banque centrale. Quels sont les risques des monnaies numériques de banque centrale? Et bien alors là, il y a un petit article qui est super intéressant sur Cryptos. Si vous voulez aller le voir, je vous invite à aller le voir. À peu près toutes les banques centrales du monde sont en train de travailler sur leur propre monnaie numérique de banque centrale, sauf que à peu près toutes les banques centrales ne savent pas ce que c'est qu'une crypto-monnaie, le fonctionnement des crypto-monnaies, l'aspect décentralisé, etc. Ils ont vraiment pas pris ça dans leur tronche, je pense, ils savent pas comment ça fonctionne. Donc c'est un petit peu dommage. Et la question se pose, est-ce que c'est nécessaire de mettre ça dans le futur? Franchement, personnellement, je pense que ça ne sert à rien, mais alors à rien du tout. Il y a un bon débat là-dessus, je suis curieux d'avoir ton avis, mais en vrai, les MNDC, je vois pas l'intérêt. Les banques centrales, ça fait longtemps qu'on est en train de le prouver que ça fonctionne pas, de pouvoir créer de l'inflation quand on veut, etc. Ça fonctionne pas, il faut plutôt laisser le marché se faire tout seul avec l'or comme c'était à l'avant. Pourquoi pas maintenant avec Bitcoin ou une crypto-monnaie? En vrai, pourquoi pas? Si tu veux, cette semaine, tu as CoinEx qui te propose des frais d'achat de crypto-monnaie qui sont offerts, donc aucun frais d'achat pendant une semaine afin de remercier les utilisateurs de la plateforme, vu que c'est une toute petite plateforme qui se lance, c'est une petite plateforme comparée à Binance, FTX, Coinbase, etc. Je sais pas si tu l'utilises, moi personnellement je l'utilise pas, mais j'irai quand même voir, jeter un œil pour savoir comment elle fonctionne, comment elle est, etc. Alors on revient 2 secondes sur les stablecoins. Gros sujet chez MakerDAO, qui se divise afin de décentraliser davantage suite à un vote de gouvernance tumultueux. Alors pour rappel, MakerDAO c'est la plateforme qui a créé le DAI, du coup le DAI c'est une crypto-monnaie algorithmique qui fonctionne mais avec une collatéralisation supérieure à 100%, c'est entre 101 et 175% il me semble, et c'est collatéralisé avec des crypto-monnaies. Donc au début c'était beaucoup et quasiment 100% avec de l'Ethereum, maintenant c'est un petit peu avec d'autres crypto-monnaies. Bref. Et donc l'idée cette semaine c'était un petit peu de diviser toute cette entité en plusieurs méta-DAO plutôt que de faire un seul et unique core system comme il y avait avant. Donc la structure elle est revue, et pour l'instant il y a eu une grosse partie, 80% qui ont voté oui et quand même 20% qui ont voté non, mais en vrai c'est ça qui fonctionne dans le monde des crypto-monnaies quand on a un système en DAO, donc en décentralisé, où du coup c'est nous en fait les détenteurs de DAI, etc. qui vont voter, et ça je trouve ça vraiment génial. Et enfin on finit avec une news sur Binance qui a investi massivement dans la finance décentralisée en ce moment, un article sur Coinbase. Bon c'est pas nouveau, Binance fait beaucoup d'investissements, mais en ce moment ils adorent investir à fond sur la finance décentralisée. Il y a énormément de projets qui se développent là-dessus et surtout qui se concrétisent. Comme je vous l'ai déjà dit, en 2017 c'était un petit peu la naissance de la finance décentralisée, et en 2021 c'était un petit peu de voir quels sont les vrais projets qui ont pu résister à la chute de 2018-2019, qui sont restés, et maintenant c'est de continuer à faire progresser ces projets-là, qui fonctionnent vraiment bien.
Allez, on passe au deuxième sujet, NFT métavers. Alors, en premier sujet, on a Apple qui interdit les NFT débloquant d'autres contenus sur son système d'exploitation. Alors, on peut comprendre, et en même temps, je trouve ça un peu bête. Alors, on peut comprendre parce que du coup, forcément, le système d'exploitation d'Apple, qui n'arrive pas trop à se faire hacker, etc., ne veut pas qu'il y ait des systèmes qui arrivent sur son système d'exploitation, du coup, forcément. Donc de limiter le potentiel apporté aux NFT, mais bon, le problème c'est que du coup, justement, il limite le potentiel des projets adaptés aux NFT. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc je sais pas jusqu'où ça va aller ce truc-là, mais bon, ça limite l'utilisation des NFT. Voilà, on le sait très bien. Autant que j'aime bien Apple sur pas mal de choses, mais cet aspect-là de prôner la centralisation plutôt que la décentralisation, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On est toujours sur les NFT. Alors on fait que de vous le dire, les créateurs de contenu comme moi, bien évidemment de garder vos NFT, vos crypto-monnaies sur des hardware wallets ou alors au moins sur des cold wallets ou des wallets qui sont décentralisés, etc. Donc pas centralisés sur Binance, etc. Justement pour que ce soit vous qui gardez vos propres clés, vos propres données et que personne puisse vous les voler. Le seul problème à ça, c'est qu'en fait, si jamais tu perds tes données, tu perds ton code, tu perds ta clé, tu as complètement tout perdu et c'est arrivé à pas mal de gens, surtout sur des projets de Bitcoin, etc. Donc, par exemple, tu as le projet de la banque Seba qui lance un service de garde pour les NFT sur Ethereum. Donc, ça fait partie un des trucs que je viens de te citer. Eux, ils se disent, tiens, on propose de garder vos NFT sur Ethereum. Alors, personnellement, je trouve que ça ne sert absolument à rien. Et je trouve que c'est plus intéressant de mettre de l'argent à former les gens pour comprendre comment ça fonctionne, donc que les gens puissent bien être conscients de comment ça fonctionne, etc. Plutôt que de les garder et leur dire tiens voilà t'es un petit bébé, on va te garder ton truc. C'est complètement débile. Voilà. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais moi je trouve que c'est complètement débile de faire ça. Ils essaient encore de nous assister sur des trucs où on pourrait plutôt être éduqué. C'est un peu, je pourrais te donner plein d'exemples sur le vélo et tout, mais bon bref. Tu as la Cigale, donc la célèbre salle de spectacle parisienne qui lance sa collection de NFT. Donc ils sont assez stylés d'une part, mais d'autre part c'est surtout que ça va pouvoir vous permettre d'aller à des concerts, des spectacles, etc. Et ça va monter en gamme là-dessus. Ils ont lancé un petit peu leur collection d'une façon certainement assez originale, où en fait ça commence gratuitement et puis après ça monte de palier en palier. C'est assez original comme truc, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais en tout cas s'il y a des Parisiens, allez regarder ça, au moins juste regardez, après vous verrez si ça vous intéresse. On a Sorare, on en parle beaucoup en ce moment, bien évidemment parce que c'est le projet sur le foot, le basket et le baseball aux États-Unis, et bien évidemment comme il y a la Coupe du Monde qui arrive, on en parle beaucoup. Et il serait proche de signer un accord à 34,7 millions de dollars par an avec la première ligue de football. C'est incroyable, donc c'est vraiment un projet incroyable. Si jamais vous connaissez pas Sorare, c'est une application un petit peu play and earn, play to earn, je sais pas comment tu veux la mettre, mais en gros tu as des cartes de tes joueurs préférés de foot ou de basket maintenant et de baseball aux États-Unis. Et tu vas les mettre dans une game, et puis en fonction de leur score dans la vraie vie, ça te fait un score sur le jeu, et après tu vas pouvoir gagner des récompenses, donc des nouvelles cartes, et donc de l'argent potentiellement, les vendre, etc. Il y a une marketplace, et c'est un projet intéressant. Moi personnellement, j'ai commencé avec 0€, donc tu peux commencer avec 0€ et continuer là-dessus si tu veux. Tu peux te faire un petit truc comme ça, une fois par jour, tu regardes, tu fais ta ligne. Si tu es fan de sport, ça peut être intéressant. Et là, du coup, ça prouve que c'est loin d'être fini. Et enfin, on va finir les news métavers avec Meta, bien évidemment. Franchement, Horizon World, je sais pas si vous l'avez utilisé, moi personnellement je l'ai pas encore utilisé, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme tout le monde. Même les designers et donc ceux qui font le projet n'utilisent pas Horizon World, et c'est du coup un petit peu le bazar qui se passe actuellement. Et en plus de ça, donc ils ont un déclin pour le troisième trimestre consécutif de déclin sur Horizon World. Vraiment, décidément, Meta, quand ils donc Meta, Facebook, quand ils essaient de se lancer dans les crypto-monnaies avec Diem, puis Horizon World, plus machin, plus truc, ils ont vraiment beaucoup de mal à essayer de convaincre un petit peu les gens là-dessus, sûrement par leur gestion de données, sur le fait que nous on a envie d'un truc complètement décentralisé et qu'on ne sait pas trop comment on gère Facebook là-dessus, alors que tu as d'autres projets comme Decentraland, de Sandbox qui sont bien plus intéressants. Bref, on verra bien ce que ça donne par la suite, mais voilà, tu as les revenus Meta qui ont chuté, donc ça c'est les revenus de Meta, mais en plus de ça, Horizon World ça aide pas beaucoup, mais bon, on voit quand même bien qu'il y a une belle chute. Bon, après la chute aussi elle est bien là, on va pas se le cacher, par rapport au déclin de l'aversion sur les crypto-monnaies en 2022 comme on était en 2018,
Mais bon, bref. Allez, on passe au troisième sujet. Alors, je sais pas si tu connais cette crypto-monnaie, le Hedera Hbar, qui lance enfin son stacking. Alors, le Hedera Hbar, c'est une crypto-monnaie un petit peu concurrente au XRP de Ripple, par exemple, et d'autres, Oasis Network, etc. C'est des projets qui permettent de faire de la finance décentralisée, et c'est un petit peu les projets qui se disent de remplacer le système SWIFT actuel, donc d'échange de monnaie entre banques, etc. Et pour le coup, l'Hbar, c'est un bon projet. Et enfin, ils lancent leur stacking sur leur plateforme. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ça. Et si tu connaissais pas le projet Hbar, on en parle un petit peu en live en ce moment. Bien évidemment, pas de conseil d'investissement, tu fais absolument ce que tu veux, mais au moins je te présente les choses. Alors ça, c'est la grande question du prochain cycle. Est-ce que Ethereum va-t-il surclasser toutes les autres crypto-monnaies au prochain bull run et potentiellement dépasser Bitcoin en termes de capitalisation totale ? Pas en termes de prix, mais évidemment, parce que ça c'est pas possible, il y a beaucoup trop d'Ether. Mais en termes de capitalisation totale, c'est pas impossible. Tout dépend de comment va fonctionner le Proof of Stake qui a été mis en place depuis le merge en septembre. Si tout se passe bien comme sur des roulettes, que c'est que de l'amélioration, qu'il n'y a pas de soucis, de hack ou quoi, ça peut être un très très bon signe. Et que si les gens continuent à développer des projets dessus vraiment intéressants, qui répondent vraiment à des besoins, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Reste à voir, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas si tu veux, il y a des articles dont des vidéos qui te font un petit peu des études là-dessus, tu peux regarder ça. Pour le coup, j'ai regardé ça sur CoinTribune. Si ça t'intéresse, tu peux faire ça. Bien évidemment, on a discuté de la semaine dernière que potentiellement Solana pouvait être aussi incroyable sur le prochain bull run. Tout dépend de comment ça va fonctionner sur ces prochaines années. Bitcoin, Bitmain dans la tourmente. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que Bitmain c'est l'un des principaux constructeurs de ASIC, donc de machines pour miner du Bitcoin. Donc forcément, vous savez bien qu'en ce moment, le minage avec les pénuries d'énergie, l'électricité qui monte, etc., l'Europe qui fait ses petites menaces alors qu'elle fait rien, la Chine qui avait interdit le minage, etc. C'est pas forcément la grande forme pour ceux qui sont en train de miner. Encore que, moi je pense que si tu es dans le minage, et Sébastien Gouspilot doit être super content parce que du coup c'est le moment où il peut racheter des machines vraiment au vrai prix, d'un prix classique comparé à ce qu'on avait en 2021. Donc moi j'y crois pas que ce soit dans la tourmente, je pense que c'est juste le moment de, comme c'était en 2018, et puis c'est la même chose, donc ça va revenir, et puis c'est tout quoi. Alors, on va faire un petit retour 2 secondes sur sur la controverse qui s'est passée sur Sam Bankman-Fried. Donc, si vous ne savez pas qui c'est, c'est cette personne-là, et c'est le PDG de FTX, donc une grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies comme Binance. Et en fait, il s'était un petit peu donné les foudres de la communauté parce qu'en fait, il déclarait qu'il soutenait la censure des protocoles de finance décentralisée. Alors, il avait une intention de bien faire, bien évidemment, mais bon, on se doute bien que nous, dans le monde de la crypto-monnaie, quand on veut surtout pas être centralisé, on prône la liberté, on prône la décentralisation, etc. C'est pas très bien passé. Donc c'est quand ça s'est passé sur Twitter. Et donc il revient dessus, il s'explique comme quoi c'est pas vraiment comme ça qu'il voulait l'expliquer, c'est pas histoire de censure, etc. Il s'explique qu'il a été très incompris sur le sujet. Donc voilà, t'as tout un article là-dessus sur CoinTribune si tu veux. T'as sur CoinTribune tout ce qui s'était passé avant, donc les tweets, etc. Si jamais ça t'intéresse, tu peux y aller. On va pas passer 50 000 ans dessus, c'est juste pour te donner la news. Alors, il y a quelques-uns de vous qui sont venus me parler en live cette semaine et qui m'ont parlé de Agora Bank. Donc, je suis allé regarder. Ce sera une banque potentiellement 3.0. La nouvelle banque crypto-monnaie en gros, donc agorabank.io. Donc en fait, Agorabank, qu'est-ce que c'est ? En fait, elle essaie de créer une nouvelle page en combinant du coup les services institutionnels des banques traditionnelles du coup et les crypto-monnaies sur une seule et même plateforme. Donc essayer de prendre le bien des deux côtés pour pouvoir faire la parfaite solution et mixte des deux. Et du coup, ils appellent ça faire la banque de demain. Vu que tout le monde est en 3.0 avec le web 3.0, il s'appelle la banque de demain et donc la banque 3.0. C'est l'ère de la désintermédiation. Donc c'est bien ce que disent les crypto-monnaies, c'est le fait de pouvoir faire des échanges sans qu'il y ait qu'une personne au milieu. Sauf que c'est quand même un peu bizarre comme truc parce que du coup, le but du jeu des banques à la base, c'était de sécuriser l'échange et faire en sorte que ça se passe bien entre deux personnes et du coup là en fait ça serait mettre un nouvel intermédiaire entre les échanges de crypto-monnaies. Pour l'instant il faut voir ce que ça propose, quels sont les systèmes qui sont mis en place sur leur plateforme, sur leur banque, etc.
Je reste assez dubitatif pour l'instant. Je trouve que c'est encore une fois, il faudrait plutôt mettre de l'argent dans l'investissement, enfin dans la formation pardon, des gens à essayer de comprendre et expliquer comment fonctionnent les crypto-monnaies, le monde des crypto-monnaies, etc. Mettre de l'éducation là-dessus, mais 1 heure en cours ou j'en sais rien. Je vais essayer de proposer ça moi parce que là il faut vraiment le faire, ça devient très 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 urgent. Et je pense que c'est bien plus intéressant de faire ça plutôt que de proposer des banques comme ça qui accompagnent encore les gens sur des trucs qui sont en soi très simples. Alors très récemment aussi on a vu le lancement de Aptos. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'Aptos, en fait c'est les gens qui travaillaient chez Meta, Facebook et qui ont voulu créer à l'époque le Diem, donc qui était dirigé par Mark Zuckerberg. Quand ils ont abandonné le Diem, enfin le Libra puis le Diem, la crypto-monnaie, les créateurs se sont dit non mais on a quand même vachement bien avancé sur le projet, on a notre plateforme, notre blockchain elle fonctionne vraiment pas mal et tout, on veut se lancer nous du coup tout seul. Donc ils sont partis avec leur projet et ils se sont dit tiens on va le lancer maintenant et ça s'appelle Aptos. Donc là on voit que Aptos peine à décoller avant le lancement de son mainnet, donc le premier jeton d'Aptos il tourne aux alentours de $8, quelque chose comme ça. C'est lancé il n'y a pas très longtemps, il y a pas mal de projets NFT, un petit peu tout le monde en parle en ce moment, des projets NFT, des projets qui se lancent sur Aptos. Je sais vraiment pas ce que ça donne, personne ne peut savoir ce que ça donne parce que de toute façon c'est le début d'une blockchain à chaque fois, donc il va falloir qu'elle soit testée, il va falloir qu'on voit quelles sont les failles, les problèmes qu'il y a là-dessus, etc. Donc c'est le tout début, si jamais ça vous intéresse, faites attention, ne mettez jamais rien de plus que vous êtes capable de perdre surtout. Il y a eu quand même, comme c'est un très très gros projet, il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été mis dès le départ là-dessus, donc n'espérez pas un fois 100 ou un fois 1000 dans les mois à venir parce qu'il y a déjà énormément d'argent qui ont déjà été mis sur le projet. Voilà. Alors ça y est, on passe au prochain sujet, le sujet de Twitter et d'Elon Musk. Ça y est, Elon Musk est le PDG officiellement de Twitter qu'il a racheté pour 44 milliards de dollars. Vendredi, donc comme convenu, il a signé l'accord devant le nouveau PDG et sur son réseau social, il a posté sur Twitter. Il a posté un superbe truc, c'est l'oiseau, qu'est-ce qu'il a mis ? L'oiseau est libre, voilà. Bon, en anglais c'est The Bird is Free, mais nous en français c'est l'oiseau est libre. Il a posté ça sur Twitter, ça y est. C'est assez original parce qu'en fait l'oiseau est libre, ça veut dire qu'en fait du coup il a vraiment envie de mettre de la liberté totalement sur Twitter. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, on sait qu'il va y avoir énormément de changements suite à cette news là. Et ils font des tweets pour rassurer les gens de Twitter, etc., etc. Il y a pas mal de choses. Mais bon, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Et du coup, dès le début, qu'est-ce qu'il a fait Elon Musk ? Il a licencié le PDG, le directeur financier. Il a licencié pas mal de monde directement chez Twitter. Il veut vraiment absolument tout changer. Il a dit allez hop, on fait table rase, bam, ça dégage. Moi, je veux faire ma façon de penser. Et on va voir comment ça se passe. Et bien évidemment, tu as Binance qui rallie sa cause parce qu'on sait que Binance, il a proposé. Enfin, il participe aussi au rachat à hauteur de 500 millions. Bon, 500 millions, c'est une petite goutte d'eau sur 44 milliards. Mais c'est juste pour dire en fait qu'ils sont là quand même. Du coup, parmi les annonces qu'on a sur Twitter, Twitter développerait son propre portefeuille de crypto-monnaie. Alors ça, c'est pas nouveau. On l'a vu que Elon Musk veut absolument virer les comptes fake sur Twitter et l'une de ses solutions pour pouvoir répondre à ça, ce serait de mettre un portefeuille de crypto-monnaie, de pouvoir payer et d'être échangé en crypto-monnaie. Et surtout de payer pour mettre un tweet. Alors vous rassurez-vous, pour ceux qui utilisent Twitter, ça va pas être 1€ le tweet. L'idée c'est de mettre vraiment le tweet le plus bas possible pour que ceux qui utilisent vraiment Twitter et les vrais utilisateurs ne le voient pas ou presque pas, donc en quelques centimes, voire centimes de centimes. Mais pour ceux qui sont là, donc les bots qui font des tweets, des réponses de partout, qu'on envoie des dizaines de milliers par jour, là ça commencera à faire quelques euros et du coup ça sera moins possible pour ça. Dans l'idée, c'est une bonne solution, il va falloir faire attention de voir comment ça va se passer après du coup. Encore une nouvelle peut-être annonce là-dessus, Twitter permettra à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des NFT via des tweets, donc on va voir comment ça se passe. Donc bien évidemment, c'est suite au développement du portefeuille crypto-monnaie qu'ils sont en train de faire. On va pouvoir faire des échanges, des achats de NFT sur la plateforme. Alors, je ne pense pas qu'il y aura une touche Twitter qui sera mise sur le clavier, mais bon. En tout cas, ça marque un pas de plus dans l'univers des NFT de la part de Twitter et donc de Elon Musk.
Ensuite, on se pose la question, est-ce que sur Twitter, Elon Musk proposera-t-il des services financiers, à savoir du placement, de l'investissement, etc., qui seront faits directement via Twitter? Parce que Elon Musk l'a dit directement, il envisage de monter le chiffre d'affaires de Twitter dès la première année de je ne sais plus combien de milliards. Et pour cela, bien évidemment, il faut bien qu'il trouve de l'argent quelque part. Hein. Donc on va voir comment ça se passe. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein, quand on te propose un service financier, il faut que tu payes un minimum de trucs pour avoir un service financier. Pour avoir un service, il faut que tu payes un minimum quelque chose. Donc ça permettra aussi à Twitter d'augmenter son chiffre d'affaires là-dessus un petit peu. Il faut voir ce que ça te rapporte, quoi. Et du coup, tout le monde se pose la question, quel sera l'avenir du Dodge après l'acquisition de Twitter par Elon Musk? Parce que comme tout le monde le sait, Elon Musk adore le Dodge et il y a pas mal de rumeurs qui disent que potentiellement les tweets seraient payés du coup en Dodge, ce que je vous disais tout à l'heure. Franchement, j'en ai absolument aucune idée. Ça m'étonnerait pas trop de la part d'Elon Musk qu'il le fasse. Est-ce qu'il va mettre vraiment le Dodge à l'honneur ou est-ce qu'il va plutôt vouloir créer sa propre crypto-monnaie à Twitter? J'en sais rien. Après, de son côté, je pense qu'il a peut-être pas forcément envie de s'emmerder à créer une nouvelle crypto-monnaie alors qu'il y en a déjà une qu'il aime bien, qui fonctionne. Donc, à voir comment ça se passe. On va voir. Et enfin, on finit avec les news un petit peu gouvernement, Mika, etc. Alors, c'est une assez bonne news. Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni est particulièrement favorable aux crypto-monnaies. Donc, on en a déjà parlé en live. Si tu me suis en live tous les soirs, enfin les soirs à 18h, pas tous, hein, parce que j'ai bien un petit peu de temps. Bref, les soirs à 18h sur TikTok. Du coup, c'est Rishi Sunak, donc qui est d'origine indienne. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un d'origine indienne qui est Premier ministre du Royaume-Uni, du coup. Et lui, il est du coup particulièrement ouvert au projet de crypto-monnaie, et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, même si on sait que les gouvernements, comme c'est un petit peu un nouveau et tout, est-ce qu'il a pas fait ça un petit peu pour faire le buzz? C'est un petit peu la question qu'ici, que pense-t-il réellement? Donc voilà, donc selon lui, les crypto-monnaies sont forme fondamentale pour l'entreprise de demain. Ça, c'est ce qu'il affirmait sur Twitter en avril dernier. Ensuite, il a marqué aussi sur Twitter, sur les projets de tokens et de NFT, qu'il estimait préférer les BYAC, donc les Bored Ape Yacht Club, au CryptoPunk. Et donc être favorable à un panier de crypto-monnaie plutôt qu'un seul Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi, hein, je ne l'ai pas forcément dit dans les news là, mais c'était la semaine dernière. Mais on a eu un panier de crypto-monnaie qui a été créé sur Binance, hein, donc les 10 plus gros projets de crypto-monnaie, si vous voulez, on en reparlera. Donc il se serait à peu près au fait de l'écosystème des crypto-monnaies pour donner un petit peu son avis sur les NFT, les métavers, etc. Maintenant, comme d'habitude, il va falloir voir ce qui se passe parce que entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait, il y a des fois des très très grosses divergences. On reparle 2 secondes du Crédit Suisse. Comme tu sais, le Crédit Suisse doit payer 238 millions d'euros pour échapper à des poursuites en France. Parce qu'en fait, le Crédit Suisse a je ne sais plus combien de dettes à rembourser. On en a déjà parlé la semaine dernière. Suite à des CDS. Hein. Et du coup, en fait, il doit racheter 3 milliards de francs suisses ses dettes. Et pour éviter des poursuites en France, en plus des 3 milliards, il doit payer 238 millions d'euros à l'État français pour éviter certaines poursuites judiciaires en fonction de ce qui s'est passé dernièrement. Parce qu'apparemment, il y aurait 2 milliards de francs suisses dissimulés par le Crédit Suisse au fisc français. C'est un petit peu l'histoire de la Suisse avec la France, hein, qui dure depuis des années, même si c'était un petit peu moins le cas depuis des dizaines d'années quand même. On va pas se le cacher. Mais bon, voilà, c'était important de vous le dire, un petit peu ce qui se passe là-dessus. Parce que ça influence directement, potentiellement, les projets de crypto-monnaie. Alors ça, c'est intéressant et je fais que de vous le dire. Et c'est pour ça aussi que je poste mes vidéos beaucoup sur TikTok. Aux États-Unis, une étude montre que 45% des moins de 25 ans veulent des crypto-monnaies dans leur épargne retraite. Alors, bien que je n'aime pas forcément les études, comment ça se passe, etc., parce que je sais comment ça se passe, parce que je travaille un petit peu, je travaille dans les chiffres en étant analyste financier, bref, donc je sais comment ça se passe, mais bon, c'est quand même assez intéressant de se dire que quand même, quasiment un jeune sur 2 a envie de voir des crypto-monnaies dans son épargne retraite. Et ben je félicite ces 1 jeune sur 2 parce que potentiellement leur retraite pourrait être multipliée par 10 comparé à la retraite de quelqu'un classique, parce que si tu mets ta épargne de retraite maintenant et que tu la sors d'ici 60 ans, 50 ans, j'en sais rien, c'est jackpot mon pote. Non, j'en sais rien, il n'y a pas de conseil d'investissement, mais ça montre en fait l'engouement des jeunes et du coup que les jeunes ont compris les nouvelles fonctionnalités de la décentralisation des crypto-monnaies, etc.
Et ça, c'est très très bien pour l'avenir. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de m'organiser et de faire ça pour aller discuter dans les écoles, les universités et tout, présenter un petit peu comment fonctionnent les crypto-monnaies à ceux qui ne le savent pas et surtout montrer que c'est simple d'utilisation comparé à ce qui est dit aux informations. Bon, alors comme tu le sais, le Salvador, du coup, c'est un des premiers pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Donc, tu peux payer et être payé et du coup payer le gouvernement, donc tes impôts en Bitcoin. Et là, ils viennent de s'allier à la ville de Lugano en Suisse pour favoriser l'adoption du Bitcoin. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le Salvador en ce moment. Tu peux voir pas mal d'articles, tu as un petit peu de tout et de rien. Il y en a plein qui disent « Ouais, depuis que le Salvador a adopté le Bitcoin, c'est une catastrophe pour le pays et tout. » Et tu en as d'autres qui te démontrent que le Salvador, depuis qu'ils ont adopté le Bitcoin, c'est génial. La population, c'est incroyable. Le tourisme a augmenté et du coup, le gouvernement s'en sort bien mieux qu'avant. Personnellement, moi, j'ai pas envie de dire je sais parce qu'il faut que tu te fasses ton propre avis, mais moi mon avis c'est que j'ai regardé un petit peu les deux et en fait quand tu regardes d'un côté t'as ceux qui te démontrent que le Salvador s'en sort très très bien depuis l'adoption du Bitcoin, et de l'autre côté c'est juste des on-dit de en fait regarde, il y en a qui te prennent des petits cas isolés. Alors bien évidemment les cas isolés, alors t'en as qui disent voilà eux ils peuvent pas utiliser Bitcoin etc. Mais oui, mais en fait c'est juste ils utilisent une autre crypto-monnaie, c'est pas la seule monnaie qui est là-bas, hein. Le seul truc c'est que du coup tu peux payer tes impôts en Bitcoin entre autres. Enfin, pour bientôt finir, tu sais que les crypto-monnaies ça influence dans les élections américaines, hein. Bon bah ça c'est pas nouveau, hein. T'as le pouvoir des lobbies des crypto-monnaies qui s'accroît à Washington en ce moment. Ça c'est assez drôle, We Want You avec des bitcoins derrière, c'est assez pas mal comme truc. Donc ça progresse. Ça met beaucoup de temps à progresser selon moi. Ça devrait aller un peu plus vite parce qu'on pourrait aller beaucoup plus vite, hein. Si on fait un petit peu de l'éducation et qu'on explique un petit peu aux gens comment ça fonctionne, on irait beaucoup plus vite. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon et là, pour finir, ça y est, on arrive sur le sujet que tu as vu dans la miniature et que tu as dans le titre de la vidéo YouTube. On s'est tous trompés, Bitcoin n'est pas une monnaie, et du coup Christine Lagarde avait complètement raison. Alors, on va prendre un petit peu des pincettes là-dessus, mais en tout cas, tu as un superbe article sur Coin Tribune si tu veux aller le voir. On se serait tous trompés pendant des années sur la valeur de Bitcoin, ce serait jamais une monnaie en raison de son design monétaire inélastique. Alors, on regarde ça rapidement. Bitcoin, ni une monnaie, ni une réserve de valeur. Bien évidemment, comme vous le savez tous, certains comparent Bitcoin à l'or en tant que réserve de valeur, ok, de par sa rareté absolue rendant possible par le consensus de Nakamoto, et ses propriétés numériques, donc la transportabilité, la sécurité, la divisibilité et la vérification. Donc c'est ce qui font que c'est une réserve de valeur. Le Bitcoin serait supérieur à l'or. Donc ce serait potentiellement l'or 2.0, tout le monde aime bien mettre des 2.0, 3.0 en ce moment, c'est la mode. Et du coup, qui devrait protéger notre épargne à long terme de l'inflation produite par les abominables banques centrales. C'est drôle comment ils ont mis ça. D'autres vont encore plus loin et parlent du Bitcoin comme l'alternative à la monnaie fiat, donc que ce soit réellement une monnaie. Et ben du coup, les faits annoncent et donnent tort, le Bitcoin n'est ni une protection contre l'inflation, ni une version électronique de l'or, c'est autre chose que ça. Bon, vous connaissez mon avis un petit peu sur le sujet, mais comme vous voyez, je vous le dis à chaque fois, je suis là pour vous montrer les faits de ce qui se passe actuellement, les annonces qu'il y a, que ce soit des bons points ou des mauvais points qui sont vus sur les projets de crypto-monnaies. Actuellement, Bitcoin est assez peu acquis pour ses propriétés monétaires. Alors ça, on est entièrement d'accord, on fait que de le dire actuellement. Le problème, c'est que les gens sont là juste pour pouvoir faire de la spéculation, encore et encore, alors qu'on pensait que c'était passé en 2017, même si ça passe énormément, bien évidemment. Il faut juste en fait faire rentrer dans la tête des gens petit à petit que c'est une solution de paiement et pas juste un investissement spéculatif. Mais ça va arriver petit à petit, et encore une fois ça va arriver si on éduque les gens au fonctionnement de ce truc là. Bien évidemment pour l'instant les gens n'éduquent pas là-dessus parce qu'en fait c'est un petit peu contrer le système qui est actuellement, mais le but du jeu, moi je fais que de vous le dire, le but du jeu n'est pas de contrer et donc d'éradiquer le système actuel, c'est plutôt de proposer une alternative technologique au système actuel. Et je pense que le Bitcoin entre autres et les crypto-monnaies c'est une excellente alternative pour ceux qui voudraient avoir la solution
de pouvoir choisir entre telle ou telle chose, quoi. Donc voilà, ils disent que pour l'instant il s'agit d'un investissement et il y a peu d'adoption. Donc ça c'est clair. Les gens, c'est ce que vous voulez vous dire, ils disent que c'est un investissement et surtout le peu d'adoption, mais ça c'est parce qu'en fait les gens ils ont tous peur, ils savent pas comment ça fonctionne ou comment les garder, où est-ce que ça se passe, etc. Les gens ils disent ouais c'est volatile, machin truc et tout. Ça va se tasser petit à petit. Mais c'est vrai que pour l'instant il y a peu d'adoption. On est entre 4 et 8% sur le monde à avoir touché aux crypto-monnaies, donc c'est microscopique. Hein. Moi quand j'en parle à mon entourage, je suis quasiment le seul, ma famille, mes amis, etc. à parler du monde des crypto-monnaies, du fonctionnement, etc. Donc en ce sens-là, oui, ils ont raison, c'est pas encore considéré comme une monnaie. En fait, le projet en lui-même, c'est une monnaie parce que c'est divisible, c'est transportable, etc. Si tu prends la définition même de la monnaie, c'est une monnaie. Hein. Désolé Madame Lagarde, mais je suis désolé, c'est comme ça. Après, c'est dans l'application. Pour l'instant, c'est pas considéré complètement comme une monnaie à force du peu d'adoption, etc. On est complètement d'accord. Donc là-dessus, il continue en disant que le Bitcoin n'est pas de l'or numérique, etc. L'offre monétaire est inélastique contrairement à l'or, donc là pas mal de choses là-dessus. Donc en fait, ils concluent que le Bitcoin n'est pas une monnaie. Et là, en fait, ils disent que, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains manuels, la monnaie ne se définit pas d'abord par sa capacité à garder de la valeur sur le long terme, sinon une action d'Apple ou bien un immobilier serait une monnaie. Et du coup, ils disent qu'on a tendance à oublier qu'une monnaie est avant tout un médium d'échange généralement accepté dans une économie. Donc c'est ce que je vous dis. C'est qu'en fait, ça peut répondre absolument à tous les critères, donc parce que dans sa création, Bitcoin répond absolument à tous ces critères qui sont énumérés ici. Le seul truc, c'est que pour l'instant, ça n'est pas complètement donné en médium d'échange parce qu'en fait, justement, c'est pas accepté dans beaucoup d'économies. Mais ça va le devenir. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que petit à petit, on va pouvoir payer nos choses en Bitcoin. Donc, par exemple, grâce à BTC Pay Server qui est français, hein, où en fait, si tu as un commerce, je t'invite à aller prendre contact avec eux. Et tu vas pouvoir être payé par les consommateurs directement en Bitcoin, donc avec le réseau Lightning par exemple. Et surtout, petit à petit, tu vas être sûr et certain que les gouvernements vont accepter petit à petit les crypto-monnaies. Et ça, on va voir si jamais il y a un petit peu des changements de gouvernement, un truc comme ça, qui vont pouvoir accepter. Ça change rien pour eux, ça change pas énormément pour eux. Mais en fait, le seul truc, c'est que quand c'est accepté dans une économie, c'est juste qu'en fait, tu vas pouvoir payer tes impôts, donc le gouvernement, en crypto-monnaie. C'est juste ça qui a changé. Et à ce moment-là, bien évidemment, ça va être un médium d'échange qui sera accepté par tout le monde et ce sera du coup bel et bien une vraie monnaie. C'est juste que pour l'instant, ça manque ce truc-là, on est d'accord, il n'y a pas assez de gens qui l'utilisent, mais ça va arriver. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on a fait un petit décryptage des news de la semaine. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, vraiment c'est très important, surtout de la news de la fin, comme quoi le Bitcoin ne serait pas une monnaie. J'attends de voir un petit peu ce que tu me dis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Tu as mon avis là-dessus. N'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour être averti de quand est-ce que je te mets des nouvelles vidéos. Bien évidemment, on a atteint les 50 abonnés, merci à vous. Et je vous rappelle, quand on atteint les 100 abonnés, je vous sors une vidéo incroyable sur le Bitcoin, ce que tu ne sais pas de la création de Bitcoin. Donc, merci à toutes et à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!